nous allons corriger le premier exercice du TD 21. Donc c'est un exercice où on définit des produits scalaires classiques sur l'espace des matrices carrées et sur l'espace des polynômes. Donc ces exemples ne figurent pas au programme de PCSI. Donc si on a à les utiliser dans un exercice ou un problème de devoir, il y aura bien sûr des questions préliminaires où on vous demandera de redémontrer que c'est un produit scalaire. Mais comme c'est un petit peu long et qu'il y a des arguments qui ne sont pas forcément simples, c'est toujours bien de l'avoir déjà fait. Donc on va commencer par l'espace des matrices carrées. Donc on définit ce qu'on appelle le produit scalaire de Schur. A scalaire B, c'est la trace de A fois la transposée de B. Et donc avant de montrer que c'est un produit scalaire, on va faire quand même quelques rappels sur la trace qui n'est aussi pas au programme en PCSI. Donc si M est une matrice carrée, on appelle trace de M la somme des coefficients de la diagonale. Donc c'est un réel, puisque M est un coefficient réel. Et donc dans le TD de calcul matriciel, on a démontré que la trace donc, de Mn de R dans R est une forme linéaire. C'est-à-dire que si lambda est un réel et M et N deux matrices carrées, on a trace de lambda M plus N égale lambda trace de M plus trace de N. Et on a aussi démontré que la trace de M fois N, c'est la trace de N fois M. Donc à l'intérieur de la trace, on peut commuter les produits matriciels. Donc il faut faire attention à ne pas confondre avec le déterminant. Le déterminant était multilinéaire, donc cette formule était fausse. Cette formule était vraie pour le déterminant. Et pour le déterminant d'un produit, c'était le produit des déterminants, mais c'est complètement faux pour la trace. Donc attention à ne pas confondre les deux notions. Alors, deuxième chose qui n'est pas simple, en fait, c'est comment on calcule ce produit scalaire sur un exemple. C'est-à-dire que vaut trace de A fois transposée de B. Donc, la trace de A fois la transposée de B, par définition, c'est la somme des coefficients de la diagonale. Donc ça veut dire que vous faites A fois la transposée de B, et vous regardez ce qu'il y a ligne I, colonne I. C'est un produit matriciel, donc ça fait somme pour J allant de 1 à N, de A, on intercale le J entre les deux indices, donc AIJ, transposé de B, JI, donc là on multiplie maintenant des réels, et transposé de B, JI, par définition de la transposée, c'est BIJ. Donc en fait on fait la somme des AIJ fois BIJ, donc vous multipliez les coefficients entre eux, et vous additionnez tous ces résultats. Donc ça ressemble au produit scalaire canonique dans R puissance n, mais là vous le faites avec deux matrices carrées. Donc par exemple, si A et B sont deux matrices carrées, comment on calcule leur produit scalaire? Vous faites 1 fois 2, plus moins 1 fois 2, plus moins 1 fois 0, plus 1 fois 2, on trouve 2. Donc c'est ici qu'on trouve souvent beaucoup d'erreurs, c'est sur ce calcul. Alors maintenant on va montrer qu'on définit bien un produit scalaire, donc les 5 propriétés. La première propriété c'est que c'est une forme, donc là c'est évident que la trace c'est bien réel. La linéarité à gauche, c'est donc ici on développe et on utilise la linéarité de la trace, donc pas de problème. La symétrie, si on fait B scalaire A, ça fait la trace de B fois la transposée de A. Or, il est assez évident que la trace de la transposée, c'est la trace de la matrice, puisque quand on transpose, la diagonale n'est pas changée. Donc la somme des éléments de la diagonale ne change pas non plus. Donc ici, je peux transposer toute cette matrice-là, B fois transposée de A. Ensuite, propriété de la transposition, transposée de AB, c'est T de B fois T de A. C'est-à-dire ça fait le produit des transposés, mais dans l'autre sens. Donc là, on applique la règle. T de T de A se fait A, et on reconnaît A scalaire B. Donc on a montré que c'est une forme symétrique, comme elle est linéaire à gauche, elle est bilinéaire. La positivité, donc trace de A fois T de A, donc là j'ai refait le calcul que j'ai présenté avant, ça fait la somme des coefficients de la diagonale de A fois T de A, et donc comme c'est un produit matriciel, ça fait une somme de AIJ fois T de AIJ. T de AIJ c'est AIJ, donc en fait là on a AIJ au carré. Alors on aurait pu le voir ici. Si vous faites B égale A, ici vous avez bien AIJ au carré. Bon, là on a refait le calcul. Et donc on a une somme de nombres positifs, puisqu'un réel au carré c'est positif, donc on a bien une forme positive. Quand est-ce que c'est nul? C'est quand cette somme est égale à 0, mais comme c'est une somme de nombres positifs, elle est nulle si et seulement si tous les termes sont nuls, donc il ne faut pas oublier le quantificateur devant. Ici on peut enlever le carré. Et donc comme c'est quel que soit i, quel que soit j, c'est tous les coefficients de la matrice qui sont nuls, donc A est la matrice nulle. Donc on a une forme définie, donc on a bien une forme bilinéaire symétrique définie positive.
Donc on a un produit scalaire. Alors deuxième exemple, pour les polynômes. Donc là on prend les polynômes de degré plus petit que n. Donc ça va avoir c'est une hypothèse qui va devoir servir. Et on pose P scalaire Q égale somme pour k allant 0 à n de P de k fois Q de k. Donc ça ressemble un peu au produit scalaire canonique de Rn. Alors que c'est une forme, c'est évident. Que c'est linéaire à gauche, c'est la linéarité de la somme. Pas de problème. Que c'est symétrique, c'est parce qu'ici un produit de réel ça commute. Donc c'est facile. Que c'est positif, c'est facile aussi, puisque vous avez une somme de carrés. Alors c'est pour le caractère d'être une forme définie, qu'il faut faire attention. Donc quand est-ce que c'est nul? C'est quand la somme des p de k au carré est égale à 0. Donc toujours même argument, c'est une somme de nombres positifs, donc elle est nulle si et seulement si tous les termes sont nuls. Donc on met bien un quel que soit k là. On enlève le carré. Et alors attention, ça veut dire que votre polynôme p, il s'annule en 0, en 1, en 2, etc. jusqu'à n. Donc il s'annule en des points entiers. Mais pourquoi ça voudrait dire que c'est le polynôme nul, c'est-à-dire qu'il s'annule sur R? Donc a priori, on connaît des fonctions comme ça qui s'annulent plein de fois, mais qui ne sont pas constantes égales à 0, par exemple la fonction cosinus. Alors si vous voulez une fonction qui s'annule au point entier, vous prenez la fonction cosinus de πx. Donc là, il faut trouver un argument du chapitre sur les polynômes pour passer de p s'annule sur les n plus 1 premiers entiers à p s'annule en tout point de R. Eh bien, c'est un argument bien classique des polynômes. Donc on avait pris comme espace vectoriel Rn crochet x, c'est-à-dire que le degré de p était plus petit que n. Et ici, on a trouvé n plus une racine. Donc d'après le chapitre sur les polynômes, le seul polynôme qui vérifie ces deux conditions, c'est le polynôme nul. Donc là, grâce à ce théorème qu'il faut citer, on a bien démontré que c'était une forme définie. Donc là, j'ai rajouté cette ligne-là pour bien insister que vous passez de P s'annule en n plus un point à P s'annule en tout point de R. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Alors bien sûr, le candidat qui n'écrit pas les quantificateurs là devant, ben, il arrive à P de k égale 0. Comme on ne sait pas qui c'est k, il a l'impression d'avoir répondu à la question. Il ne se rend même pas compte du problème. Donc pour bien comprendre la nuance dans ce raisonnement, c'est le quantificateur là, qui a changé. Donc il faut faire très attention à ça. Alors exemple suivant, donc, que j'ai utilisé plusieurs fois dans le cours. Cette fois on prend R crochet x, donc c'est de dimension infinie, il n'y a pas de restriction sur le degré. Et on pose P scalaire Q égale l'intégrale de moins 1 à 1 de P de t fois Q de t dt. Donc là, ça ressemble au produit scalaire canonique sur l'ensemble des fonctions continues sur le segment moins 1, 1. Donc ça va beaucoup ressembler, mais il y a une petite nuance. Alors que le fait que c'est une forme, il faut justifier que l'intégrale existe, ce qui est le cas parce que c'est une fonction continue sur un segment. Donc d'après le cours sur l'intégration, cette intégrale a un sens. La linéarité à gauche, c'est la linéarité de l'intégrale, il n'y a pas de souci. La symétrie, c'est qu'ici on multiplie des réels, donc ça commute. La positivité, c'est la positivité de l'intégrale. Donc tout ça c'est simple. Par contre, attention pour une forme définie. Donc quand est-ce que P scalaire P égale 0? C'est quand l'intégrale de moins 1 à 1 de P de t au carré est égale à 0. Et donc là, on a l'intégrale d'une fonction continue est positive, qui est nulle. Donc d'après la propriété qui s'appelle la stricte positivité de l'intégrale, j'ai ma fonction qui est nulle. Alors attention, elle est nulle sur l'intervalle d'intégration. Donc elle est nulle quel que soit t entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que quel que soit t entre moins 1 et 1, P de t égale 0. Et donc là aussi, il faut faire attention, ce n'est pas ça qu'on demandait. Là, vous avez votre fonction qui est nulle entre moins 1 et 1, mais ailleurs, elle pourrait être non nulle. Or, nous, on veut montrer que P, c'est le vecteur nul de R crochet x, c'est-à-dire c'est le polynôme nul, c'est-à-dire c'est la fonction constante égale à 0 sur R. Donc là, il faut trouver un argument qui permet de passer de l'intervalle moins 1, 1 à R. Bah, c'est le même que dans l'autre exemple. Donc de toute façon, ce sera toujours le même. C'est qu'ici, P, c'est un polynôme.
et j'ai une infinité de racines, j'ai tous les réels entre moins 1 et 1. Donc on sait, d'après le cours sur les polynômes, que c'est équivalent en fait que P soit le polynôme nul. Et donc on a bien une forme définie. Donc ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que pour les produits scalaires dans Rn crochet x ou R crochet x, on utilise souvent la propriété qu'un polynôme qui s'annule un nombre de fois supérieur strictement à son degré est le polynôme nul. Donc ça permet de montrer qu'on a une forme définie.